Bien. La démonstration est faite que la vie est absolue, c'est ce qu'on a vu la fois précédente. Alors tu me dis, d'accord, la vie est absolue, on a compris que la vie est absolue en tant qu'elle ne découlait ni ne dépendait de rien, mais qu'au contraire, tout dépendait et découlait d'elle. Je n'y reviens pas, sauf question. Mais ce que tu m'as dit, c'est d'accord, la vie est absolue. Mais qu'est-ce que ça peut me faire, en quelque sorte? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que ça peut me faire? Que la vie soit absolue. Et même que ma vie soit absolue, que ta vie soit absolue, qu'est-ce que ça peut faire? Si on s'en tient au principe que j'ai précédemment isolé, la vie, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit en dehors d'elle pour s'éprouver soi-même. Elle est absolue, elle se suffit. On peut même considérer qu'elle seule se suffit. Puisque moi, sans elle, je ne me suffis absolument pas. Et personne. Alors, il y a deux régimes de réponse à cette question sur le qu'est-ce que ça peut faire que la vie soit absolue. Un, qu'est-ce que ça peut faire, je dirais, en général? Ça, on peut voir pas tout de suite complètement, mais on verra en quoi le principe que la vie est absolue change la donne fondamentalement pour ce qui est, par exemple, des sciences ou de la politique, ou dans le champ social, dans le monde en général. Que la vie soit absolue détermine des conduites ou permet d'élaborer des catégories qui sont différentes de celles qui sont à l'œuvre, ou en tout cas qui sont en vogue, et même plus qu'en vogue, qui sont considérées comme cardinales dans le monde de la pensée en général depuis bien longtemps, depuis plusieurs siècles, sans doute même depuis plusieurs millénaires. Donc c'est pas un petit enjeu, c'est pas mince du tout ce qu'on est en train de faire. Alors ça sera le premier régime de réponse. Qu'est-ce que ça peut faire en général que la vie soit absolue? Et puis dans un deuxième temps, on verra qu'est-ce que ça peut te faire à toi. En quoi ça peut, d'une certaine façon, modifier non pas ta vie elle-même, qui est absolue, sur laquelle je n'ai pas part, mais en quoi ça peut modifier ce que tu fais de ou avec ta vie. Et plus exactement encore, ce que tu vis dans ta vie. Alors, c'est une esquisse, hein. J'y reviendrai beaucoup plus largement. Mais dans un premier temps, on peut, j'allais dire, s'amuser à voir ce que ça peut faire dans la vie en général que la vie soit absolue. Je prends un exemple, j'allais dire au hasard, parce que c'est une récente émission de radio que j'ai écoutée et qui m'a permis de prendre cet exemple. Je pourrais en prendre des exemples dans tous les champs de la science. Mais là, en l'occurrence, j'ai entendu intervenir récemment un paléontologue, paléographe, qui très savant, très érudit, qui a dit des choses
choses très intéressantes, et puis une qui m'a particulièrement retenu et que je voudrais travailler, fouiller un peu. Cet homme, un certain Le Guen, très, très en vue, professeur à l'université, dit que au néolithique, enfin au début du néolithique, c'est-à-dire il y a à peu près entre 9 et 10 000 ans, entre 9 et 10 000 ans, d'ici, d'aujourd'hui, est arrivé le néolithique, hein, de certaine façon. C'est quoi le néolithique? Ça a correspondu à une période de forte inflation démographique, de sédentarisation des conduites habituelles dans le paléolithique, pour le coup, à savoir le nomadisme, etc. Le peuplement quasiment universel de la planète, etc. Enfin, le néolithique a entraîné des bouleversements très considérables, et même si considérables dans la vie de l'humanité, que, en tout cas en ce cas-là d'extérieur, dans ses modes, des bouleversements si considérables qu'on peut se demander s'il en est intervenu jamais de plus considérables depuis. Peut-être à part ceux que nous vivons nous-mêmes en ce moment, dans l'actualité. Et il disait qu'il y avait jusqu'à présent, jusqu'à ces 20 dernières années, un régime d'explication de cette césure qui nous a fait passer du paléolithique nomade, pénurique, avec un très faible peuplement, au néolithique, qui comporte à peu près tout le contraire, c'est-à-dire un peuplement accru, une sédentarisation, etc. Et il disait donc que jusqu'à récemment, jusqu'à une vingtaine d'années, on expliquait ce phénomène en invoquant plusieurs causes. On était dans le régime des causes, hein, sur lequel j'ai dit quelques mots dans une précédente intervention. Et on disait, par exemple, si les hommes ont peuplé davantage la Terre, c'est-à-dire qu'ils se sont éloignés des foyers originaires de peuplement, c'est parce qu'il y a eu une influence du climat. C'est parce qu'il y a eu conséquemment ou précédemment en l'occurrence une influence des déplacements massifs de troupeaux, et qu'il a fallu les suivre pour continuer à les chasser, et que donc ça a entraîné la colonisation, si on permet cet anachronisme d'autres espaces. C'est que donc le climat a pu aussi entraîner ici des sécheresses qui rendaient la vie difficile, ou ça pouvait être dans un autre registre la démographie. C'est-à-dire qu'on expliquait que la démographie est augmentée d'une certaine façon parce qu'elle avait déjà augmenté. Ce qui paraît un petit peu difficile, c'est-à-dire que les gens les gens de l'époque se seraient trouvés un peu à l'étroit, et donc auraient, sur le modèle de ce qui se passait à Athènes ou à la période classique, se seraient, organisés pour mettre à l'écart une certaine partie de la population par ostracisme en quelque sorte. Voilà. Ça, c'était des régimes de causes que je qualifierais d'extérioristes, hein, dans un sens qu'on comprend un peu maintenant. Et il dit, bon, ces causes, on ne les retient plus guère aujourd'hui. En tout cas, elles ne sont pas les seules, dit-il. Il a bien sûr raison, Évidemment, on imagine mal qu'à l'époque, il devait y avoir à peu près 4 millions d'habitants, si j'ose dire. Si on peut parler d'habitation, on peut en parler à ce moment-là, ce qui n'est pas certain. Enfin,
4 millions d'habitants sur la Terre, on imagine mal que ce soit des conditions de pression démographique qui aient expliqué l'émigration de peuplements marginaux. Bon. Pour le climat, bon, on a du mal quand on constate aujourd'hui et depuis longtemps qu'il y a des peuplements dans des pays, dans des zones extrêmement froides par exemple, que ce soit, enfin, pour des raisons climatiques, que les gens se soient déterminés à quitter des régions chaudes, ou plus ou moins chaudes, et quand bien même à l'époque le devenait-elle un peu moins, pour aller peupler des zones froides, particulièrement inhospitalières. Donc, ce qu'il faut remarquer, et là je fais une petite parenthèse, c'est que les savants de l'époque, et depuis bien longtemps, ont mis en œuvre une série d'analyses et d'explications des phénomènes dont ils avaient reconstitué le cours, qui étaient vraiment en dépit du bon sens. En dépit du bon sens. Et alors avec force démonstration, force calcul, récit, toute une organisation de la science, en l'occurrence de cette science qui s'occupe particulièrement de ces questions, qui correspondait en gros à ce qu'on pourrait appeler un récit mythologique, c'est-à-dire qu'on a élaboré un récit qui faisait intervenir comme ça des circonstances. On est dans un discours circonstancialiste ou contextualiste en expliquant que c'est parce qu'il faisait froid, que c'est parce que les mammouths allaient par là, etc., que la Terre s'est peuplée et que les gens se sont fixés, sont devenus sédentaires. Je remarque avec plaisir donc qu'aujourd'hui les spécialistes ne retiennent plus guère ces explications, en tout cas pas d'un point de vue général. Mais il faut quand même remarquer que pour les savants qui les avaient précédés, dans la geste, je dirais en gros des Lumières, j'aime bien les Lumières, j'ai rien contre les Lumières, mais la première urgence n'était pas tellement de rendre compte, on le voit, d'une réalité, puisque cette réalité était absorbée par dans des concepts faux, et manifestement faux, tellement manifestement faux qu'on peut se demander si le premier ressort de leur élaboration n'était pas d'abord idéologique et non pas scientifique. Évidemment, on sait bien que la science ne procède pas d'elle-même. On sait bien que la science n'a pas en elle-même son point d'énonciation, qu'elle est toujours parlée depuis l'extérieur à elle, depuis l'extérieur à la connaissance. En l'occurrence, bien souvent, par ce qu'on pourrait appeler, là encore un anachronisme, mais on me comprendra, elle est parlée d'un point de vue idéologique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à dire qui relève non pas de la science, contrairement à ce que ces scientifiques prétendaient, et que beaucoup prétendent encore sur d'autres sujets, sur d'autres questions, que donc cette idéologie qui précédait la science et qui la parlait en quelque sorte, avait pour but, non pas un but vraiment scientifique, c'est-à-dire d'isoler une réalité, mais un but qui, en l'occurrence, consistait, on peut le reconstituer comme ça, consistait à nier d'emblée toute autre explication que celle qui était produite, et qui était en gros des explications contextualistes, disons matérialistes, causalistes. Alors, ces autres explications, elles pouvaient être de plusieurs ordres. Il y a un de ces ordres qui est aujourd'hui retenu comme une explication possible du phénomène néolithique, c'est, dit ce scientifique, que les gens ont eu envie de bouger, ont eu envie de bouger. C'est-à-dire que, dit-il, les gens, à une époque, à un moment donné, ont été dans une situation de suivre un désir, une envie particulière, de bouger, de voir autre chose, etc.
Là, on commence à s'approcher de quelque chose qui, évidemment, est à la fois plus simple et tellement plus évident. Dit-il, leur niveau de masse cérébrale avait atteint un certain niveau critique qui a occasionné un cliquet, un saut qualitatif d'une certaine façon, à partir duquel des envies ont pu se faire jour et ont pu prendre corps dans des réalités existentielles. Les hommes ont eu envie de bouger, ont eu envie de s'agrandir, si j'ose dire, non pas tant pour des raisons climatiques ou démographiques qui ne tiennent pas la route, mais parce qu'ils en ont eu envie. Alors ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ça, je veux bien le croire. Ça marche. Ce qui ne marche pas, et ce sur quoi nous devons creuser, c'est que